Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi, je suis très impressionné. Il fait si beau dehors. Peut-être parce que vous pensiez qu'il allait faire frais ici. Mais là, je crois que vous allez être déçus. J'ai pas l'impression que c'est une pièce où il fasse très frais. Bon, bien, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est ce projet qui est en négociation. Alors, vous avez entendu, il y a beaucoup de sigles qui circulent. Il y en a qui disent GMT, Grand Marché Transatlantique, d'autres qui disent TAFTA. Le titre officiel, c'est Partenariat Transatlantique pour le commerce et l'investissement. Ceux qui s'intéressent un petit peu aux questions d'économie, de commerce mondial, ont pris l'habitude de se méfier dès qu'ils voient le mot partenaire. C'est suspect. Et vous allez voir qu'il y a bien des raisons d'être inquiet. Parce que, en fait, ce qui se prépare est quelque chose de révolutionnaire en soi. Mais pas nécessairement dans le sens où révolution apporte le mieux. En fait, tout simplement, c'est la réalisation d'un rêve formulé par un grand humaniste, David Rockefeller, un multimilliardaire américain, qui déclarait dans une interview à Newsweek, un hebdomadaire américain qui aujourd'hui a disparu, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Ça peut paraître énorme, ça peut susciter le scepticisme, vous pouvez dire « oh non, il exagère ». Eh bien, je crois qu'à la fin de mon exposé, vous serez convaincus que si ce projet aboutit, c'est bien de cela dont il s'agira. C'est à cela vers cela qu'on va. Alors, il faut peut-être faire un petit peu, parce que moi, je privilégie l'éducation populaire. Donc, c'est un petit peu beaucoup d'explications, beaucoup d'histoires. Et pourquoi y a-t-il une telle négociation? Mais parce que, vous le savez, il existe depuis 1995 une institution qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce. Et à l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif est d'éliminer tous les obstacles à la concurrence, on avait entamé des négociations. On appelle ça le cycle de Doha parce que ça avait été décidé en 2001 à Doha, au Qatar. Et ce cycle de négociation, eh bien, il a échoué. Il a échoué parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'une centaine de pays du Sud ont refusé les propositions, ou plutôt les exigences, des pays occidentaux, essentiellement les pays de l'Union européenne, les États-Unis, plus des pays comme le Canada, comme le Japon, comme la Corée du Sud, puisqu'on range ces pays-là dans le camp occidental. Et donc, il y a eu une réaction, parce que qu'est-ce que ça veut dire, refuser les propositions ou les exigences des Occidentaux? Ça veut dire qu'il y a une volonté de ne plus se plier à une organisation du monde selon la décision prise à la fois à Washington et à Bruxelles. Et ça vous savez que ce n'est pas possible. C'est insupportable. C'est en tout cas insupportable pour ceux qui nous dirigent et surtout pour les firmes transnationales dont ils sont le relais. Alors, devant l'échec des négociations à l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, les États-Unis ont fait deux propositions. Une première proposition en 2011 de négocier avec un certain nombre de pays asiatiques un partenariat transpacifique. Ce sont des négociations qui, pour le moment, sont un peu dans l'impasse parce qu'elles ressemblent comme des sœurs jumelles aux négociations dont je vais vous parler, c'est-à-dire les négociations transatlantiques, avec les mêmes objectifs. Et il y a des pays comme l'Australie, par exemple, ça peut paraître surprenant, qui rechignent à aller jusqu'où le souhaitent les États-Unis. La deuxième réaction à l'échec des négociations
à l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, c'est celle qui nous concerne au premier chef. Le 13 février de l'an passé, deux personnalités éminemment démocratiques. Vous voyez M. Van Rompuy, qui était le président du Conseil européen, et M. Barroso, le président de la Commission européenne, ont signé avec le président des États-Unis un engagement à négocier un grand marché transatlantique. Alors, d'où vient cette idée de grand marché transatlantique? Eh bien, ce n'est pas nouveau. Il faut remonter à 1990. 1990, c'est quelques semaines, quelques mois après la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, la fin de la division du monde en deux blocs et la fin de la division de l'Europe. On aurait pu espérer, et d'ailleurs on a espéré, à ce moment-là, rappelez-vous, on parlait de nouvel ordre mondial. On aurait pu espérer que, pour tous ceux qui souhaitent l'union des peuples d'Europe, qu'on construise enfin une Europe européenne, basée sur les valeurs qui sont les nôtres, qui ne sont pas celles des États-Unis, qui ne sont pas celles de l'Asie, de l'Afrique, du continent américain, non les nôtres. Eh bien non. Eh bien non. Dès 1990, nos gouvernements, ceux qu'on appelait l'Europe occidentale à l'époque, et le gouvernement des États-Unis signent ensemble une déclaration transatlantique. C'est-à-dire qu'on décide d'emblée de lier notre destin à celui des États-Unis. Dans cette déclaration transatlantique, qu'est-ce qu'il y a? Le premier point, c'est on continue l'OTAN. Alors que les forces du pacte de Varsovie étaient dissoutes, nous, on décide, enfin nos gouvernants décident de continuer l'OTAN. L'OTAN, l'instrument de la guerre froide, dont on sait aujourd'hui l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire conduire des opérations militaires sans avoir l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux, on va établir un dialogue entre États-Unis et Europe sur les grandes questions du commerce mondial. On va inciter les hommes politiques des deux côtés de l'Atlantique à se rencontrer. On va inciter, c'est sans doute beaucoup plus facile, les hommes d'affaires des deux côtés de l'Atlantique à se rencontrer. Et d'ailleurs, on va formaliser la chose. En 1995, il y a une initiative qui est assez surprenante. Vous n'imaginez pas que dans l'histoire contemporaine récente, voir un gouvernement dire à un groupe humain « constituez-vous en syndicat ». Jamais Clémenceau n'aurait proposé aux travailleurs, pour faire avancer leurs revendications, de créer un syndicat. C'est un peu ça qui se passe. À l'initiative du gouvernement des États-Unis et de la Commission européenne, le commissaire européen au commerce à l'époque était, j'oublie son nom là à l'instant, et c'était en tout cas quelqu'un qui avait été désigné par Margaret Thatcher. Ils ont proposé aux 500 firmes les plus importantes des deux rives de l'Atlantique de créer un syndicat, de créer une organisation qui s'appelle le Transatlantic Business Dialogue, qui va avoir pour mission de conseiller le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne. 3 ans plus tard, on crée un organe de concertation qui s'appelle le partenariat économique transatlantique, et alors les choses deviennent beaucoup plus sérieuses en 2007, quand on crée une institution internationale, un conseil économique transatlantique. Or, quand on crée une institution internationale, normalement, il y a un traité. Et quand il y a un traité, normalement, il y a une procédure de ratification par les parlements nationaux. Il n'y a eu rien de tout ça. C'est une décision d'autorité des gouvernements, et peut-être trouve-t-on l'explication dans le fait que ça se soit passé totalement en dehors des parlements, par la composition, quand vous voyez les organisations humanitaires qui figurent dans ce Conseil économique transatlantique, la Deutsche Bank, Pfizer, BASF, Total, et il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas, j'attire un instant votre attention, c'est peut-être simplement le fait de l'énumération par ordre alphabétique, mais
il y a Pfizer et puis il y a Philippe Maurice. Il y en a un qui empoisonne les gens et l'autre qui les soigne. Ils sont ensemble, quoi, hein, c'est sympa. Voilà, ça, ce sont ces gens-là qui vont quoi faire? Eh bien, conseiller le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne. Dernière étape, on crée un groupe d'experts. On crée un groupe d'experts à la demande, à l'initiative des États-Unis et de la Commission européenne. On crée un groupe d'experts. Et on va même appeler ça un groupe d'experts de haut niveau. Du coup, je me suis dit, tiens, il y en aurait de bas niveau. On ne sait jamais. Et ce groupe d'experts est chargé de prouver que si on transforme les États-Unis et l'Union européenne en un marché unique, nous, on sait ce que c'est, hein, depuis 1986, on a fait le marché unique européen, où tout le monde est en concurrence contre tout le monde. Donc, ce groupe d'experts de haut niveau est chargé de faire la démonstration que si on fait ce marché unique, ça va provoquer de la croissance, un surcroît d'activité économique, donc de la croissance, donc de l'emploi. Ils ont 2 ans pour faire ça. Et le 11 février 2013, ils sortent leur rapport. Alors moi, je me disais, oulala, ça va être un gros machin, genre annuaire téléphonique, avec plein de diagrammes. Moi, je ne suis pas doué pour... dès qu'il y a des diagrammes et puis des formules algébriques, c'est pas mon truc. Tu parles. Le 11 février 2013, le groupe d'experts de haut niveau a présenté au président des États-Unis, à M. Van Rompuy et à M. Obama, son rapport. 6 pages. 6 pages. Je me demande combien ils ont été payés pour ça. 6 pages. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces 6 pages? Les 5 premières, c'est la table des matières des accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et la 6e, ce sont des affirmations péremptoires que la libéralisation des échanges, la suppression des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires, je vais venir tout de suite sur ce jargon, ça va apporter des millions d'emplois. Ils le disent, ils ne le démontent pas. Voilà. Alors, donc, ils ont décidé, à la suite de ça, d'initier des négociations. Comment se passent des négociations entre l'Union européenne et un partenaire, ici les États-Unis? C'est décrit dans... Vous savez que le traité de Lisbonne a réorganisé les traités européens, il y en a 2 maintenant. Il y a un traité sur l'Union européenne, TUE, ou TU si vous préférez, et puis il y a un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Et c'est dans l'article 207 que je vais résumer, parce qu'il est un peu long, qu'on explique comment fonctionne une négociation. Et ce n'est pas inintéressant parce qu'il y en a tout le temps de ce genre de négociation. Mais d'abord, c'est la Commission qui présente des recommandations. Donc, elle prépare un texte qu'elle envoie aux différents gouvernements. C'est le projet de mandat de négociation. Parce que, attention, il faut que je vous rappelle le principe fondamental du fonctionnement des institutions européennes. La Commission propose, le Conseil des ministres, donc les 28 gouvernements, décide et la Commission exécute. Donc la Commission propose ce qu'elle va exécuter. Vous voyez déjà le lien? Bon, donc le document, après ça, est envoyé au gouvernement, qui chacun, dans leur capitale, l'étudie. Puis ils ont à Bruxelles des organes où ils peuvent informellement échanger, discuter, amender, mais sans que ça ait de décision formelle. Puis vient le grand moment, c'est le Conseil des ministres. Là, quand les 28 ministres examinent alors en phase finale le texte et puis qu'ils l'approuvent, à partir de ce moment-là, ça devient le mandat de négociation. Parce que c'est la Commission qui est le négociateur unique. La Commission est en l'espèce, puisqu'il s'agit de commerce, c'est le commissaire au commerce. Alors, le commissaire au commerce, c'est le personnage sortant, puisque vous savez qu'on va avoir une nouvelle commission, c'était M. Karel de Gucht. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est belge, ça se soigne, j'en suis l'exemple vivant. Par contre, il a quelque chose de français.
il est dans la même situation qu'un certain Cahuzac. Il est poursuivi dans son pays pour fraude fiscale, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne sera pas dans la prochaine commission. Idéologiquement, si vous voulez, allez, un peu d'imagination génétique, ça pourrait être le fils naturel de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et c'est sa cousine qui va le remplacer, Madame Malmörm, qui est suédoise, qui est de la même famille politique libérale que M. de Gucht, qui est désignée pour la nouvelle commission présidée par M. Juncker. Il faut retenir ce nom-là, puisque c'est elle qui va reprendre la négociation avec les États-Unis. Comment ça se passe? Il y a le commissaire européen, et puis il y a toute une équipe, avec même une hiérarchie, puisqu'il y a un directeur de l'équipe de négociation. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est ce que peuvent dire nos gouvernements, le gouvernement français et les autres, à propos de cette négociation. Parce qu'ils sont enclins à dire on ne sait pas ce qui se passe. On avait eu ça vers la fin de l'an passé. Ça venait du cabinet de Madame Brick, qui à l'époque, dans le gouvernement de M. Ayrault, était la ministre du Commerce. Elle faisait fuiter dans les journaux on ne sait pas ce qui se passe. C'est à Washington, c'est à Bruxelles, on n'a pas les documents. C'est complètement faux. Il y a, et c'est l'article 207 qui le dit, un comité, qu'on appelle d'ailleurs le comité 207, qui suit les négociations au jour le jour. Pour nous, c'est 2 hauts fonctionnaires de Bercy qui sont dans ce comité. Et ils savent, et ils ont tous les documents. Et il y a d'ailleurs une interaction. La négociation se passe de cette manière. Une semaine à Bruxelles, le mois suivant, une semaine à Washington. Et on alterne comme ça. Donc ce sont des sessions d'une semaine. Bon, il y a des mois où ils ne se réunissent pas. La dernière fois, c'était en juillet. Ils vont se réunir maintenant à Washington. En juillet, c'était à Bruxelles. Eh bien, le comité 207 se réunit avant la semaine de négociation et après. Et, par exemple, je crois que c'était au mois de février, M. de Gucht est venu dire aux représentants des 28 États, les Américains confirment qu'ils ne ratifieront jamais les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail. Vous verrez dans un instant pourquoi c'est important. Alors, question, comment réagissez-vous à ça? Donc, les gouvernements sont quasiment associés. Il y a une interaction puisque les négociateurs sont amenés à donner des comptes rendus au gouvernement et à poser des questions pour avoir des positions. Même chose, 2 mois plus tard, les États-Unis disaient qu'ils voulaient la suppression des indications géographiques protégées, les AOP et les AOC. Et donc, la Commission a demandé quelle est votre position par rapport à ça, à chacun des gouvernements. Donc, ils savent. Ne nous laissons pas berner par les nuages de fumée que les gouvernements, et en particulier le nôtre, utilisent pour faire croire qu'ils sont complètement en dehors de cette négociation. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais revenir au premier point. Qu'elle fait la Commission pour préparer ses recommandations? Elle envoie des lettres et elle organise des réunions. Et là, on peut dire qu'elle a bien travaillé. Enfin, elle a beaucoup travaillé. Si c'est bien, ça, j'en sais rien. Enfin, j'ai plutôt une opinion contraire. Vous savez, on peut questionner maintenant la Commission. On peut poser des questions à la Commission. Il faut s'armer de beaucoup de patience parce que c'est presque une gestation. Il faut entre 9 et 10 mois pour avoir une réponse. Mais on a posé la question. Comment avez-vous préparé le mandat de négociation? Et on a eu la réponse. La Commission a reconnu qu'elle a tenu 119 réunions entre janvier 2012 et avril 2013 avec le monde des affaires et de la finance. 119 sur 131. Le reste, c'était avec les organisations syndicales, les organisations de consommateurs, les organisations de protection de l'environnement. 119 sur 131 réunions uniquement avec le monde des affaires et de la finance. Et donc, nous, on pense que 65% du mandat vient de ces milieux-là.
quel est le calendrier? Ben, je vous ai dit déjà, non, ça je ne vous avais pas dit encore, les négociations. Donc le grand moment, c'est le 14 juin de l'an passé. C'est le jour où le Conseil des ministres se réunit et où Mme Brick, pour la France, est à la réunion et où ils acceptent le mandat de négociation. Alors, le mandat de négociation, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Je ne vais pas vous parler de ce que veulent les Américains. Même si de temps en temps je glisse quelque chose, je vais vous parler de ce que soutiennent, demandent pour cette négociation les gouvernements européens. Comment le sait-on? Eh bien, parce que ça n'a pas été facile. Le mandat de négociation est un document officiellement secret et qui n'existe officiellement qu'en anglais. Le voilà. C'est un document qui compte 46 articles. Oui, il ne faut pas trop filmer ça. Hein. Non, il est crypté. Il est crypté. On peut savoir qui me l'a donné. Vous avez vu, c'est marqué Trade Sensitive, donc très sensible sur le plan commercial, et c'est Restricted, donc circulation restreinte. Il y a là-dedans 46 articles. Donc il nous a fallu, grâce au fait qu'il y a dans les institutions européennes des fonctionnaires qui ont un autre sens de la démocratie que nos dirigeants, et qui ont estimé que c'était tellement grave que ça ne pouvait pas rester secret. Donc il y a eu des bénéficiaires de certaines fuites, au rang desquels j'ai la chance de figurer, et on s'est trouvé devant un texte, je vous prie de croire, ce n'est pas de l'anglais de l'homme de la rue de Londres, c'est même pas de l'anglais d'un prof de l'université de Cambridge ou d'Oxford, c'est de l'anglais de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire le plus tordu des anglais que vous puissiez trouver, avec des mots qui ont un sens bien particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais peut-être vous faire une petite leçon de vocabulaire OMC, parce que ça n'a pas le même sens que le sens commun que nous attribuons aux mots. Il a fallu le traduire, parce que la question c'est pourquoi? Pourquoi c'est secret? Ben, c'est secret parce que on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Alors officiellement, ils vont dire non, c'est secret parce que les États-Unis ne doivent pas savoir ce que nous voulons. Comme si ils n'étaient pas au courant. D'abord, hein, je vous rappelle que quand les négociations commencent, on est en plein début juillet de l'an passé, et c'est le moment où on apprend que la NSA, la National Security Agency, une des 3 grandes agences de renseignement américaines, espionne nos ambassades à Washington et les bureaux de la Commission européenne à Bruxelles. On apprendra par la suite aussi qu'elle espionnait et qu'elle avait mis le téléphone de Mme Merkel sur écoute. Hein, bon, ils savent. Et en plus, restons sérieux, quels sont les objectifs poursuivis à la fois par nos gouvernements et par celui des États-Unis? Les objectifs du TABD, les objectifs du Conseil économique transatlantique, de toutes ces organisations que je vous ai citées tout à l'heure. Il y a quelqu'un un jour dans un débat qui m'a posé la question la plus intelligente que j'ai entendue. Êtes-vous sûr qu'il négocie? Mais bon, nous, on n'était pas au courant. Et donc, on est un certain nombre à avoir estimé qu'il fallait briser ce silence, briser cette omerta, et c'est à dessein que j'utilise un mot qui est relatif à la mafia, parce que je pense que ce sont vraiment des gangsters. Et bon, on a fait un gros travail de traduction, ça n'a pas été évident. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de rendre ce texte accessible à tous, et c'est pour ça que j'ai fait un petit bouquin. Ça, c'est le mandat de négociation en français compréhensible par tout le monde, parce qu'il y a aussi un jargon, avec un commentaire et une analyse et un commentaire critique de chacun des articles. Alors, c'est un petit livre militant qui coûte que 5 €, et j'en parle pas pour faire du commerce, mais j'en parle parce qu'il s'est trouvé un petit éditeur dans mon coin, là, dans les Pyrénées-Orientales, qui a accepté de prendre tous les risques. Avec 5 €, il ne gagne pas un centime. Et il fallait oser. Il a osé. Il a participé donc à cette campagne nécessaire
pour que nous soyons informés de ce qu'on nous cache. Il y en a quelques exemplaires si vous le souhaitez tout à l'heure.